Bonjour à toutes et tous, bonjour et bienvenue à toutes et tous pour cette présentation qui abordera du coup le thème du décret BACS et la GTB, donc retour sur une nouvelle réglementation et sa mise en application. Aujourd'hui, vous avez deux présentateurs pour le prix d'un, François et moi-même. Donc François, je te laisse te présenter. Oui, bonjour, François Vallée, je suis responsable portfolio pour la partie Building Automation chez Siemens Smart Infrastructure pour la France. À toi. Et, et donc Antoine Bourgier dans l'équipe vente chez Wattsense. Donc, je vais avoir le plaisir d'attaquer la présentation, donc concrètement qui va effectivement reprendre le décret BACS dans un premier temps. Donc, l'idée, c'est de faire un décryptage du décret en lui-même, les attentes qui en découlent et sa mise en application. Ensuite, on abordera donc les premiers pas vers la connectivité via la solution WattSense, donc qui permet euh, les premiers pas donc vers la connectivité, mais aussi et surtout ce qui nous intéresse, la conformité au décret. Ensuite, François prendra la main pour, euh, pour une présentation pour aller plus loin du coup avec une GTB plus complète avec la description d'un cas d'usage. Donc voilà, on a prévu 10 minutes pour le BAX, 20 minutes chacun ensuite avec donc quelques slides et une partie démo pour avoir un peu aussi de l'animation. Et on répondra à vos questions, bien entendu, en fin de présentation. N'hésitez pas à les marquer au fil de l'eau dans le chat, on y reviendra. On reviendra sur toutes les questions. Donc, soit on dépasse le temps imparti, et auquel cas on vous répond par mail individuellement, soit effectivement on répondra, bien entendu, à, à vos questions. Donc, commençons par le décret BACS, ses attentes et sa mise en application. Donc, on a basé notre présentation sur deux documents qui sont typiquement le décret lui-même, hein, paru au journal officiel, et un guide qui présente ça, dirons-nous, de manière un petit peu plus digeste, mais aussi plus détaillée. D'un point de vue terrain, c'est donc un guide d'application en fait au sujet de la mise en œuvre des BACS. Donc c'est le document de mai 2023. Donc, pour reprendre concrètement le domaine d'application du décret BACS, c'est avant tout qu'est-ce qu'un BACS? Donc, c'est en bon français Building Automation and Control System. Concrètement, si on traduit, on s'approche beaucoup de ce que peut être une GTB, gestion technique du bâtiment. La vertu première de ce décret est de pousser à limiter les consommations d'énergie des bâtiments tout en assurant le confort, la santé et la productivité des utilisateurs. Effectivement, si vous mettez des consignes de chauffe en hiver à 12 degrés, vous allez consommer moins. Pas certain que vos collègues, vos collaborateurs et vous-même vous appréciez de travailler dans un environnement comme ça. Donc l'idée, c'est de trouver la bonne balance entre le confort et les consommations d'énergie. Donc, à ce jour, le décret s'adresse aux bâtiments tertiaires neufs avec une puissance de chauffe installée supérieure à 290 kilowatts. Contrairement au décret tertiaire, le décret BACS, lui, parle d'une puissance installée. Alors, finalement, la puissance de votre chauffage installé dépend de la technologie de chauffe, par exemple. C'est valable pour la climatisation également. Dépend de votre technologie, que vous utilisez, du dimensionnement de celle-ci, mais on peut partir du principe que, en moyenne, sur une construction relativement récente, pour 290 kilowatts de chauffe installée, on est sur des bâtiments aux alentours de 3000 mètres carrés. Voilà. Plus vous êtes sur un bâtiment ancien, plus le dispositif de chauffage a été surdimensionné, et moins vous êtes isolé, etc., plus vous allez consommer, et donc finalement, plus le scope et la surface du bâtiment en question va diminuer. Donc aujourd'hui, ce sont les bâtiments neufs, euh, donc de 290 kilowatts de puissance installée qui sont ciblés. À partir du milieu de l'année prochaine,
Ce seront les bâtiments neufs avec une puissance installée de l'ordre de 70 euh, kilowatts. Tous les bâtiments à partir de 2025, donc neufs et existants avec une puissance de 290 kilowatts. Et enfin, tous les bâtiments à partir de 2027 avec une puissance supérieure à 70 kilowatts. Alors, dans l'idée, c'est vraiment d'appréhender ça de la manière la plus positive qui soit. L'installation et la conformité au décret BAX vous permet de réaliser des économies d'énergie. Faut voir ça comme vraiment un investissement pour le futur. À l'instant T, il n'y a pas d'amende en cas de non-respect. C'est vraiment un dispositif, encore une fois, incitatif. Lié à ce dispositif-là, il y a également des aides de l'État type C2E qui peuvent vous aider à l'investissement. Je ne reviendrai pas dessus. Il me semble qu'il y avait une conférence à 10 heures à ce sujet. Je vous encourage à regarder le replay si vous n'avez pas eu les informations. Euh, voilà, donc concrètement, le cadre réglementaire est là. Il impose de surveiller, contrôler et travailler avec ce qu'on va appeler, le terme va revenir souvent dans la présentation, les systèmes techniques du bâtiment, qui sont l'éclairage, la production électrique, le chauffage des locaux, la production d'eau chaude sanitaire et la climatisation et la ventilation. Alors, ça reste du bon sens, ce n'est pas un ou exclusif. Si vous avez un système qui fait et du chaud et du froid, il sera aussi concerné. Voilà. Donc, voilà le cadre réglementaire qui, euh, qui s'impose à nous avec le décret. Donc, si on va un petit peu plus loin ensuite au niveau du décret, une fois qu'on a vu euh, à quoi il fait référence. On va voir un peu ce qu'il demande. Donc, le décret BAX demande de suivre, enregistrer et analyser en continu et par zone fonctionnelle les consommations d'énergie. Alors, première chose, qu'est-ce qu'une zone fonctionnelle? Une zone fonctionnelle, c'est une zone, donc différentes pièces, différents locaux, une certaine surface, avec une fonction spécifique, par exemple des salles de réunion, des, hum, des espaces de restauration. L'idée, c'est d'avoir des zones qui vont avoir un peu les mêmes profils de consommation au fil du temps. Effectivement, par exemple, un espace de restauration, on peut estimer qu'on aura une consommation relativement forte pendant tout ce qui est préparation, mise en place, temps de repas. Et après, on a sans doute des consommations qui diminuent, qui ne seront pas les mêmes, par exemple, le même profil que sur des salles de réunion. On est plutôt sur un échelonnement, disons, sur les heures ouvrées. Donc, ce suivi doit se faire au pas de temps horaire et permettre d'ajuster les systèmes en conséquence. On se doit de conserver toutes ces données à l'échelle mensuelle pendant 5 ans. Alors, donc, concrètement, surveillance au pas de temps horaire pour voir un peu un profil type d'une journée, typiquement, et la conservation d'un point de vue mensuel pour avoir, par exemple, plutôt les saisonnalités, typiquement. Donc, une fois qu'on a ces données-là, l'idée est de pouvoir les situer et situer en particulier l'efficacité énergétique par rapport à des valeurs de référence. Qu'est-ce qu'une valeur de référence? C'est, selon le texte, deux choses, soit un audit énergétique, simplement, soit finalement la somme des valeurs qui sont données par les constructeurs des équipements installés. Très concrètement, je vous encourage à faire plutôt un audit énergétique plutôt que d'aller lister tous les équipements que vous avez installés avec le rendement moyen, la puissance moyenne, qui correspondront pas forcément à l'utilisation de ces équipements ni de votre bâtiment. L'idée, bien sûr, de se situer par rapport à ces données de référence, bah, c'est de pouvoir détecter des pertes d'efficacité et, euh, et agir en conséquence. Bien sûr, on peut avoir des surconsommations par rapport à une idée à des valeurs de référence. Je suis sur un hiver plus froid, je chauffe plus. Je n'ai pas de perte d'efficacité, juste j'ai besoin d'apporter plus de calories pour garantir les 19 degrés
nécessaires au bon fonctionnement de mon bâtiment, je consomme plus, c'est normal. Cependant, j'en ai été averti et je le sais. Voilà. Ce qui... L'inverse, c'est pas normal. Il fait moins froid, je chauffe plus. Il y a un souci, il faut que je me penche dessus. L'idée, encore une fois, du décret, c'est vraiment beaucoup basé sur le bon sens. Il faut encore une fois voir ça comme une aide à la bonne gestion de son bâtiment et pas pas comme une contrainte horrible liée à une législation. C'est vraiment le premier pas vers la bonne gestion, se poser les bonnes questions de ce qui se passe dans mon bâtiment. Ça, c'est la deuxième des demandes qui est faite par le BAX. Bien entendu, quelque chose qui est notifié, qui reste du bon sens, mais qui est bon à notifier, c'est le fait que les équipements doivent être interopérables pardon, entre eux. Alors, il existe différents niveaux d'interopérabilité détails dans lesquels je ne vais pas rentrer. Concrètement, ce qu'il est demandé au niveau du décret BAX, c'est d'utiliser des protocoles standards et normés. Le KNX, le LON, le MBus, le Modbus, le BACnet, tout un tas d'autres. Les communications API font partie aussi des coms normés qui sont considérés comme interopérables et acceptés par le BAX. Il est demandé au niveau du BAX aussi, pour être conforme, de pouvoir faire un arrêt manuel de un ou plusieurs équipements. Ça paraît tout à fait cohérent. Il est aussi demandé que, suite à la perte, par exemple, de fonctionnement du BAX ou une déconnexion ou autre, on garde une gestion autonome de l'équipement en question. Typiquement, vous avez perdu votre votre BAX central, mais vos têtes thermostatiques continuent de réguler la bonne température dans vos espaces. Encore une fois, c'est du bon sens. Euh, voilà. Et c'est bien de pouvoir agir directement sur chacun des équipements techniques. Voilà. On parle beaucoup de données au niveau du décret BAX. Il est important de noter que ces données appartiennent aux propriétaires des systèmes, très souvent aux propriétaires du bâtiment. Et c'est à lui de les rendre disponibles à toute personne qui pourra en avoir l'utilité. Donc typiquement les personnes de maintenance ou autres. Mais il est important de savoir que ces données sont disponibles clairement au niveau du propriétaire du bâtiment. Dernier point qui est demandé dans le décret BAX et qui va un petit peu plus loin que du matériel en lui-même et qui reste encore une fois du bon sens. C'est une demande de contrôle des différents équipements du bâtiment. Ouais, c'est très bien de remonter toutes les données et de savoir tout ce qui se passe dans son bâtiment. Il est important de savoir que ce sont les bonnes données qui sont transmises et que tout fonctionne bien. Donc, ce que je veux dire par là, quand je dis que ça sort un petit peu de l'équipement, c'est que là, on demande une intervention humaine. Ce sont les personnes qui connaissent les bâtiments, les mainteneurs, les propriétaires, ça peut être des sociétés externes. Là-dessus, le décret BAX laisse finalement une certaine liberté par rapport à ces visites. Ce qui est important, c'est que ce soit quelqu'un qui connaisse les systèmes et qui ait les connaissances techniques pour faire ces analyses-là. Voilà, concrètement, comment ça se présente. Mais c'est un point malgré tout à ne pas négliger. Ce sont du coup ces visites périodiques. Alors, au niveau de la périodicité, justement, c'est 5 ans maximum entre deux visites. Dans le cadre général, et puisqu'il est demandé au niveau du décret de faire des visites à chaque modification, on est plus sur des périodes de visite et de contrôle qui sont à 2 ans. Voilà, ce qui reste des délais relativement longs entre deux inspections. Euh, il est plutôt encouragé
de contrôler ces équipements entre deux saisons de chauffe, par exemple, euh, pour tout ce qui est chauffage, même chose pour la clim, etc., etc. Voilà. Donc, j'espère avoir éclairci la majorité des points du décret et ce qu'il en est demandé. Je n'ai pas le visu sur les questions, mais si vous en avez, n'hésitez pas, quoi qu'il arrive, à les poser. Donc, on va passer à la deuxième partie. Le premier pas, les premiers pas, pardon, vers la connectivité et la conformité au décret avec ce que peut vous apporter la solution WhatsSense. Alors, WhatsSense, qui sommes-nous? Nous sommes une société française fondée en 2017 par Louis Vermorel. Nous sommes aujourd'hui 32 personnes. Alors, sur 32 personnes, sachez que nous avons, entre le développement et la R&D, 80% de nos effectifs qui travaillent directement sur le produit. Donc, nous sommes basés à Lyon. Nous fabriquons le hardware en région stéphanoise. Donc, on reste sur un fonctionnement relativement local. On a équipé aujourd'hui avec nos solutions plus de 2000 bâtiments et nous faisons partie du groupe Siemens depuis 2021. Donc aujourd'hui, on a cette chance de faire partie du groupe Siemens. On a euh, vraiment les bons côtés des deux mondes, la grande flexibilité et l'agilité que peut avoir une startup et la solidité financière et l'appui d'un très grand groupe comme les Siemens. Donc aujourd'hui, on a vraiment le meilleur des deux mondes et on en est tout à fait ravis. Nous produisons aussi des équipements sous la marque Siemens. Donc moi, je vais dire WhatsSense dans ma présentation. François parlera sans doute de ConnectBox, qui est le produit namé Siemens. Mais on reste sur des solutions qui sont identiques. Donc, comme je l'ai dit, la société a été créée en 2017, donc avant même le décret Bax, mais finalement, elle s'intègre tout à fait dans le décret avec une solution plug and play qui permet une connexion très facile de finalement tous les équipements techniques de votre bâtiment à partir du moment où ceux-ci, du coup, respectent l'interopérabilité qui est demandée par le décret, c'est-à-dire des bus de com standard, on va être en mesure de récupérer ces informations-là. C'est facile à installer dans la mesure où où le hardware peut se monter simplement sur Raiden et à partir du moment où vous avez câblé vos bus de communication et amené une alimentation, euh, l'installation finalement se limite à ça. Donc c'est vraiment très, très simple. C'est simple à installer, simple à utiliser également avec des alarmes que l'on peut paramétrer facilement. Tout se passe en texte clair, c'est compréhensible par tout le monde. Que vous soyez propriétaire d'un bâtiment, que vous soyez installateur, que c'est un langage très, très clair et facile à comprendre par tous. Pas nécessairement besoin d'avoir des journées complètes de formation pour utiliser et ou installer les solutions WhatsSense. Chose très importante également, c'est une solution qui a finalement, comme un téléphone aujourd'hui, comme un smartphone aujourd'hui, des mises à jour continues du logiciel, donc avec des nouvelles fonctionnalités qui vous permettent de coller au plus près toujours des demandes clients d'une part, mais aussi justement de ces réglementations et des évolutions qui peuvent y être adjointes. Voilà, on continue en permanence de pousser des nouvelles fonctionnalités, des mises à jour de sécurité également. Euh, voilà, donc vous êtes toujours à la page avec les solutions WhatsSense. Ces solutions, du coup, qui vous permettent de garder le contrôle de votre GTB avec une solution, encore une fois, simple, libre et ouverte à 100%. Vous pouvez récupérer ce qui est demandé, notamment dans le décret BAX, facilement vos données, les partager avec qui de droit, également facilement. Donc, avant même
le, la diffusion du décret Bax, la solution WatSense était déjà un premier pas vers cette conformité. Bien entendu, cette solution est aussi compatible avec toutes les applications de MS, par exemple, que vous pouvez trouver également, qui vous permettent d'aller encore plus loin au niveau de la gestion de vos bâtiments et encore plus loin que le décret BAX. Parce qu'il est bien précisé dans le décret que ce qui est demandé au niveau du décret, c'est, je dirais, un minimum. Si vous avez la possibilité, la volonté d'aller plus loin dans la régulation, d'aller plus loin dans le pilotage, d'aller plus loin dans les économies d'énergie, bien entendu, c'est ce qui est demandé et encouragé. Pour faire une simplification, dirais-je, d'un comparatif qu'on pourrait avoir avec une solution classique et une solution WattSense en premier pas vers la supervision d'un équipement, bah, ce sont les premiers pas, donc c'est très facile à mettre en œuvre. Euh, on a une mise en route qui se fait généralement en une journée grâce à un interface utilisateur intuitif. C'est une solution qui est facile à faire évoluer. Si vous avez de nouveaux équipements à connecter, euh, c'est très facile à faire. J'y rentrerai un peu plus dans le détail au cours de ma démonstration. Et c'est une solution qui est ouverte à tout l'écosystème qu'on pourrait trouver au niveau des applications de smart building, comme je disais, les EMS, pour de la gestion de multisites, par exemple, pour avoir des dashboards encore plus complets, pour avoir des rapports de consommation d'énergie encore plus complets. Euh, voilà. Ce qu'il faut retenir, c'est vraiment la simplicité et l'ouverture de la solution. Cette solution se base sur un hardware unique que vous voyez sur la partie haute du slide en 3D. Concrètement, si on devait résumer, c'est le couteau suisse de la connectivité, l'interopérabilité vraiment au sens le plus propre du terme, avec une capacité de récupérer les informations finalement de tous les équipements dialoguant sur des protocoles standards du bâtiment, KNX, MBus, BACnet, Modbus, etc., etc. Avec en plus, donc ça c'est tout ce qui sera connectivité filaire, avec en plus la possibilité de gérer un réseau radio qui s'appelle le LoRaWAN, qu'on voit apparaître de plus en plus sur que ce soit en rénovation ou sur des installations neuves, qui permet d'avoir des informations euh, très intéressantes et de manière très simple, sans avoir besoin en rénovation, typiquement, découper vos murs pour faire passer des câbles, faire passer des chemins de câbles dans des bâtiments haussmanniens, c'est pas très beau, et qui vous permet du coup une installation simple à faible frais pour récupérer des données qui sont très intéressantes, typiquement du confort, du comptage, etc. Donc, la solution WattSense intègre un LoRaWAN server qui vous crée un réseau privé qui va vous permettre de gérer toutes ces données en LoRaWAN également. On récupère toutes ces données. Ensuite, on a deux solutions. Soit on les pousse sur une GTB existante ou sur une solution locale, comme ce que va présenter par exemple François juste après. Soit on vient les récupérer ces données directement via la console WattSense. Soit on vient la pousser vers une solution de MS, soit les trois en même temps. Voilà. Encore une fois, l'idée, c'est de garantir l'ouverture et de faciliter la mise en œuvre sans aucune contrainte. Donc, pour rappel, facile à installer. Euh, on récupère toutes les informations disponibles, que ce soit en radio ou en filaire, et on vous les met à disposition. Donc, si on refait le parallèle avec le décret BAX, suivre et enregistrer l'interopérabilité, situer l'efficacité par rapport à des données de référence ou par rapport à des objectifs qu'on s'est fixés, les fonctions d'allumage et d'extinction, la mise à disposition des données et la maintenance.
tous ces points liés au décret BACS, pour tous ces points, pardon, la solution WhatSense peut vous aider et est encore une fois un premier pas facile à mettre en œuvre à moindre frais pour une mise en conformité de vos bâtiments par rapport au décret. Donc, il est 30, j'ai encore 5 minutes pour un bout de démonstration. Hop, parfait. Donc, je suis ici sur la console de configuration des... Merci de confirmer que vous voyez bien. Euh, Je suis donc ici sur la console de configuration Watson. Si vous utilisez le produit ConnectBox de Siemens, ça va ressembler énormément à ce que vous voyez ici. Le logo ici va changer, mais la configuration et l'utilisation du produit va se passer de la même manière. Donc, vous m'avez entendu répéter très souvent dans ma présentation le mot simple, simplicité, facile. Euh, je m'en vais vous prouver à l'instant que ce ne sont pas que des mots. Euh, et je vais vous montrer comment on peut ajouter un équipement, du coup. Donc, chose qu'on doit faire si on fait évoluer son installation ou au moment de la mise en œuvre au jour 1 de l'installation de votre BAX. Donc, il est possible de faire ça de plusieurs manières. Soit vous branchez directement les bus de communication sur la passerelle WhatSense, vous lancez un scan et vous récupérez toutes les informations qui vous sont nécessaires. Soit vous allez dans notre librairie d'équipements prédécodés, qui est vraiment le plus de la solution WhatSense. Donc, cette librairie d'équipements prédécodés contient plus de 800 équipements, donc typiquement que des équipements qui peuvent vous être utiles pour vous mettre en conformité avec le BACS. Vous sélectionnez, bah, typiquement, vous tapez le nom d'un équipement, par exemple, chaudière, je sais pas, oups. Hum, voilà, une chaudière Atlantique Varmax qu'on retrouve assez souvent. Donc, cet équipement est déjà dans notre librairie d'équipements. Vous sélectionnez votre équipement, vous sélectionnez votre protocole directement. Hop, vous cliquez sur suivant. Donc, bon, il y a un travail d'adressage à faire. Mais une fois que vous avez sélectionné votre équipement, vous avez directement accès à toutes les données qui peuvent vous être fournies par l'équipement en question. Ces données vous sont fournies en texte clair avec les unités. Donc, c'est très simple à mettre en œuvre. Vous n'avez pas besoin de connaître les registres, de décoder de l'hexadécimal ou tout autre. Vous allez directement dans la liste des propriétés qui sont disponibles depuis votre équipement. Vous sélectionnez ce dont vous avez besoin. Bah, typiquement, c'est imposé par le décret BACS, l'allumage et l'extinction du circuit. Par exemple, qu'est-ce qui pourrait m'intéresser? La température ambiante de la zone 1. Euh, Qu'est-ce qui pourrait m'intéresser d'autre? Bref, vous sélectionnez juste par un jeu de cocher-décocher toutes les informations qui vous sont nécessaires. Vous sauvegardez, vous envoyez la configuration à la box, vous enregistrez, et voilà, vous avez ajouté une chaudière. Donc, c'est très très simple à mettre en œuvre. Ça va se passer exactement de la même manière si vous souhaitez utiliser du LoRaWAN, le protocole radio dont je vous parlais tout à l'heure. Vous rentrez simplement les, euh, les informations nécessaires à la connexion, qui sont 3 clés qui vous sont fournies par le fournisseur du capteur, et vous pouvez directement vous connecter à l'équipement en question. Vous pouvez faire euh, Vous pouvez regrouper vos équipements ben, soit par niveau géographique, soit par zone fonctionnelle, comme on l'a dit, typiquement les nommant salle de réunion, partie commune, euh, etc. Vous avez la possibilité, on en a parlé et c'est imposé par le décret BACS, de suivre et d'enregistrer, donc par exemple ici, au pas de temps horaire, une consommation. L'intégralité des données qui ont transité par la solution AdSense sont stockées sur nos serveurs et sont disponibles et vous sont directement disponibles. Pour ça, vous n'avez qu'à faire une demande d'archives et on vous envoie l'intégralité de ces données-là. Donc, elles sont stockées pour vous. Donc, encore une fois, un point de conformité au décret.
On a la possibilité de gérer des alarmes. Donc, de manière très, très simple, encore une fois, on peut ajouter une alarme en fonction de l'état d'un équipement, ce qui vous permet de garantir que vous avez toujours tous vos équipements techniques du bâtiment en bon état de marche et vous pouvez choisir euh, d'avertir qui vous voulez finalement, quelqu'un de la maintenance, le propriétaire immobilier, euh, d'une défaillance d'un équipement et dans ce cas-là, envoyer quelqu'un sur place, mais seulement envoyer quelqu'un sur place lorsque vous avez un défaut, sans avoir, euh, sans avoir à faire des rondes pour rien et en étant averti le plus tôt possible à la suite d'une défaillance. On peut aussi, bien sûr, en fonction d'une valeur de propriété, qui peut être n'importe laquelle que vous remontez, euh, compteur horaire, salle de réunion, par exemple. Encore une fois, toujours dans un but de conformité au décret BAC, je peux choisir d'être averti si j'ai une surconsommation, parce que je sais que par rapport à mon année de référence, je dois consommer pas plus de 10 kilowatts, pas plus de 10 kWh, pardon. Si j'ai une surconsommation, je choisis d'avertir, par exemple, un personnel de maintenance ou le propriétaire ou quelqu'un sur site pour qu'il soit alerté et qu'il puisse réagir le plus rapidement possible. Je vais pas aller plus loin dans la démo parce que je veux garantir à François son temps, son temps de parole. Donc, si vous avez des questions, si vous avez besoin de quelque information que ce soit, n'hésitez pas. Oui, il y a déjà quelques questions. Donc, Je vois. merci, merci Antoine. Je vais essayer de partager mon écran si ça veut bien. Hop, voilà. Normalement, ça devrait être bon. Euh, Vous voyez mon écran? Oui. Merci pour le petit pouce. Oui. Sympa. Euh, donc merci Antoine pour la présentation. C'était clair. On a vu la présentation, le côté réglementaire, le côté aussi réponse via produits technologiques. Moi, je voudrais parler un peu des décrets BACS, du décret BACS via un cas d'usage. Le décret BACS, c'est une demande de mettre de l'intelligence et de l'automatisme dans les bâtiments. Mais l'intelligence et l'automatisme dans les bâtiments, c'est juste un moyen. La finalité, ce sont les économies d'énergie, ce sont l'efficacité énergétique. Et je voudrais juste expliquer dans un cas d'usage comment l'efficacité énergétique d'un bâtiment peut être améliorée. Euh, Déjà, pour rebondir sur ta présentation, Antoine, l'histoire des 3000 mètres carrés environ des bâtiments et que l'on diminue après. Juste un petit slide avec des chiffres, c'est le seul que vous aurez avec des chiffres de ma présentation. Donc c'est un slide, c'est une étude qui vient du GIMELEC, qui est une étude où le GIMELEC a interrogé les professionnels du métier et a demandé le taux d'équipement, GTB, ou donc BACS on peut dire, sur les bâtiments. Et la réponse, en fait, les bâtiments sont très bien équipés, ont des BACS, à partir du moment où ils ont plus de 20 000 mètres carrés. On est à plus de 80%. Mais après, plus la surface des bâtiments diminue, et plus le taux d'équipement des bâtiments diminue aussi. Et donc, on est sur des bâtiments, et en plus, le nombre de bâtiments augmente, évidemment. Et donc, on voit que ce décret BACS, il est surtout fait pour ces bâtiments qui sont plus petits, aujourd'hui mal équipés, voire pas équipés du tout. Et c'est vraiment essayer d'arranger, d'améliorer cette partie-là, parce que c'est la plus grosse quantité de bâtiments en nombre. Et donc, les consommations cumulées de ces petits bâtiments est très important. Donc, juste voilà. Et la deuxième réflexion, c'est oui, on a besoin de produits type. Alors, moi, je vais effectivement dire ConnectBox. Je ne vais pas parler de VaSense, mais c'est la même chose. On a besoin de produits de ce type où on n'a pas besoin d'avoir un ingénieur plusieurs jours devant la machine pour mettre en œuvre. Donc, donc voilà, pour juste ces chiffres sur le marché. Moi, je vais vous parler d'un cas d'usage qui est très simple. Je pense que ça va parler à tout le monde.
Ce sont des radiateurs et des têtes thermostatiques de radiateurs. Et je vais expliquer ou essayer de vous expliquer l'intérêt de connecter et de rendre communicantes ces têtes thermiques. Alors déjà, je vais vous expliquer pourquoi ça a un intérêt et ensuite, je vous montrerai comment Siemens a adressé ce besoin, cette demande. Mais on peut évidemment avoir beaucoup d'autres façons de faire. Mais je vais vous en montrer une, c'est notre cas d'usage. Dans un premier temps, il faut revenir un peu d'historique sur les systèmes radiateur, chauffage, radiateur. Très souvent, même tout le temps en gros, on a d'un côté une production qui produit et qui estime la production qu'elle doit avoir en fonction de différents critères qui sont propres. C'est-à-dire, on peut prendre la température extérieure, on peut estimer en fonction du nombre de radiateurs, en fonction des puissances des pompes, on peut faire plein de choses. Donc, la production produit et elle ne sait pas vraiment ce qu'elle adresse, mais elle produit. La distribution, donc les pompes distribuent l'eau chaude et on vient alimenter les radiateurs qui sont le plus souvent équipés de têtes thermostatiques. Alors pas toujours, mais là c'est encore pire, mais quand il y a des têtes thermostatiques, c'est juste un équipement qui est complètement autonome, qui est en fonction de la température propre à mesurer par cette tête. Il y a une capsule thermique qui se dilate plus ou moins et laisse plus ou moins passer de l'eau chaude dans les radiateurs. Donc, cette façon de faire, c'est pas une façon qui énergétiquement est intéressante ou est bonne, puisque la production va produire toujours un peu plus, va prendre une marge de sécurité en disant, bon, je suis pas trop sûr, je pense que ça devrait être ça, donc je vais mettre un peu plus, je vais produire un peu plus. La distribution, c'est pareil, on va distribuer, on va pousser un peu plus côté eau, histoire d'être sûr de bien alimenter tous les radiateurs, même si on peut diminuer. Et cette façon de faire, en fait, tous ces petits plus, ces marges de sécurité, ces choses comme ça, bah, c'est du gaspillage. C'est simplement de l'énergie produite qui n'est pas utilisée, qui n'est pas utile. Et donc, ça, c'est typiquement une installation qui n'est pas efficace énergétiquement. La réponse, c'est pas la réponse Siemens, hein, c'est la réponse côté EN 5220. Alors, pour les gens qui ne sont pas baignés dans les normes et les règles, la norme EN 5220 s'appelait l'EN 51232 précédemment et ça découle de la régulation thermique pour les plus anciens. Donc c'est une norme qui donne les bonnes pratiques pour bien gérer les bâtiments et qui derrière permet de classer les bâtiments en classe A, classe B, classe C, classe D. C'est très lié au BACS, puisque pour obtenir des classes A, il faut des BACS, mais il faut aussi s'assurer des fonctionnalités de ces BACS. Donc, mettre de l'intelligence ne suffit pas, il faut s'assurer que l'intelligence est correctement paramétrée et correctement pensée. Et donc, que dit le N5220? Bah, tout simplement, il faut inverser le paradigme. C'est pas à la production de décider combien elle doit produire, c'est au consommateur, au radiateur de dire, moi j'ai besoin de ça maintenant. Et j'ai cette demande-là, j'ai ce besoin-là. La distribution doit s'adapter à ce besoin et évidemment la production aussi. De cette façon, en fait, on ne produit que l'énergie nécessaire au confort des occupants et on ne surproduit pas d'énergie qui ne sont pas utilisées. Donc, voilà l'intérêt de rendre communicants ces radiateurs, ces têtes thermostatiques, parce que cette communication va nous permettre de définir, déterminer quel est le besoin des pièces, quel est le besoin des occupants directement. Et donc, pour faire ça, une des réponses que nous avons apportées, c'est des têtes thermostatiques en LoRa. Alors, déjà, pourquoi le LoRa? Première chose, il faut effectivement des protocoles normés. Ça, c'est évident. Donc, on a beaucoup de protocoles.
Dans notre cas de figure, il fallait des protocoles radio, car les têtes thermostatiques aujourd'hui ne sont pas du tout équipées de fils et retirer des câbles dans des milieux occupés, c'est très difficile. Faut, c'est vraiment compliqué. Donc, utiliser de la radio simplifie énormément la partie rénovation. On peut le faire en zone occupée, on peut rénover le bâtiment euh, tout en le laissant occupé et en usage. Donc ça, c'est le premier bon point. Deuxième bon point, le LoRa, donc son nom vient de l'acronyme Long Range. Donc c'est un protocole radio longue portée qui est très bien adapté pour ce cas de figure. Donc le protocole qui soit normé et qu'on utilise le protocole normé, c'est très bien, mais il faut aussi utiliser le bon protocole au bon endroit. Et là, le LoRa, c'est vraiment imposé comme le bon protocole dans ce cas de figure, puisque avec une Connect Box ou une WattSense pour Antoine, donc avec une Connect Box, je peux irriguer un bâtiment, récupérer toutes les vannes thermostatiques d'un bâtiment en allant, on peut monter jusqu'à 10 étages. Alors après, ça dépend des bâtiments, il faut faire des mesures évidemment sur certains bâtiments, mais sont des mesures très faciles à faire. Et réellement, sur les retours d'expérience qu'on a, des bâtiments 7, 8 étages, sans aucun problème, une Connect Box reprend toutes les têtes thermostatiques. Donc ça, c'est le premier point. Du LoRa, côté Connect Box pour récupérer toutes ces informations. Et puis, on ajoute à ça le petit boîtier qui est à côté, qui s'appelle un Bidigo optique. Et donc, c'est la solution de supervision qui est intégrée dans un contrôleur. Alors, on peut aussi évidemment l'avoir sous forme logicielle dans un PC, mais intégré dans un contrôleur, ça a quand même beaucoup d'avantages puisque ça évite toute la partie maintenance qu'il y a à faire sur les PC. On s'adresse sur des bâtiments qui sont souvent de petite ou moyenne taille, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de personnel dédié à la maintenance. Donc il faut plutôt avoir des choses qui sont autonomes. Et ce Desigo Optique a en plus l'intérêt d'être connecté à une plateforme qui permet de faire la surveillance, l'exploitation à distance très facilement, sans avoir à ajouter de liens quelconques ou de VPN quelconque, puisque ce sont des plateformes sécurisées, qui est une plateforme Siemens, qui est une plateforme sécurisée qui permet une connexion directe. Il suffit d'avoir un point d'accès Internet. Donc voilà la solution. Qu'est-ce que cela amène, ces têtes thermostatiques connectées? Eh bien, très simplement, on va déjà pouvoir récupérer la température et monitorer la température de toutes les pièces. Donc ça, c'est un premier point plutôt intéressant. On va pouvoir réguler, évidemment, puisque on parle de tête thermostatique. Euh, on a l'intérêt donc de piloter la vanne, bien sûr. Jusque-là, on est bon. Et on peut aussi, puisqu'on a un désigo optique, qu'on a des programmes horaires, qu'on a de l'exploitation et une interface utilisateur très simple, eh ben, on peut piloter par programme horaire le bâtiment, définir des zones d'inoccupation, des zones à des moments où le bâtiment est inutilisé. On va dire, bon, ben voilà, on va diminuer la température, on peut descendre la température de consigne à 14 degrés, 15 degrés la nuit. On peut dire, c'est occupé de telle heure à telle heure, donc je remonte ma consigne sur ces heures-là. Ça va me permettre, ce chauffage intermittent, c'est vraiment très basique, les programmes horaires. Alors déjà, moi, je rencontre beaucoup de bâtiments qui n'ont pas de programme horaire, ce qui est un vrai problème parce que du 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, en termes de consommation, ça se voit et ça se ressent sur la facture. Et en plus, c'est le moyen le plus simple pour faire des économies. Aujourd'hui, c'est quels sont les programmes horaires. C'est très facile à régler et très souvent, c'est pas très bien réglé. On peut aussi, via ces têtes thermostatiques, détecter les fenêtres ouvertes. Et puis, évidemment, le désigo optique va me permettre d'optimiser mes départs chauffage, c'est-à-dire que je vais pouvoir agglomérer toutes les demandes de tous les radiateurs et dire, côté distribution, côté production, voilà de quoi j'ai besoin, voilà ce qui est nécessaire à l'installation. Et évidemment, ça m'apporte une supervision pour le bâtiment qui est une interface d'exploitation qui est très simple. Si j'ai un petit peu de temps, j'essaierai de vous faire aussi une présentation qui sera malheureusement courte, mais vous verrez, c'est vraiment extrêmement simple d'utilisation et c'est très intuitif. Donc voilà, ça c'était le premier point qui nous permet déjà d'être, selon la norme EN 5220, d'être classe B.
on a les fonctionnalités pour l'être. Et puis on a réfléchi, on s'est dit, bah, c'est bien, mais on peut encore faire mieux dans notre cas d'usage. Et le mieux, bah, tout simplement, on vient ajouter une sonde d'ambiance. Et cette sonde d'ambiance, elle mesure la température, mais elle mesure aussi, elle détecte la présence. Et donc là, j'ai une sonde d'ambiance que je peux positionner où je veux, parce que souvent les têtes thermostatiques sont donc bien sûr juste à côté des radiateurs. De temps en temps, sur certains bâtiments, c'est confiné, des fois on met des dossiers dessus et autres. Alors bon, énergétiquement, c'est pas bon les dossiers sur les radiateurs, pas bon pour le dossier non plus d'ailleurs, mais ça arrive régulièrement que la température mesurée n'est pas représentative, par la tête thermostatique, n'est pas représentative de la température ambiante. Donc là, on s'affranchit de ce problème, on peut mettre une température extérieure, une température externe dans la pièce, et on peut, ce boîtier détecte la présence. Et évidemment, comme nous avions déjà toute l'infrastructure LoRa, on a utilisé un boîtier en LoRa, et ça permet d'avoir des modes de consigne qui sont des modes de fonctionnement du bâtiment encore plus proches. On a bâtiment occupé mais pièces vides, et bâtiment occupé et pièces occupées. Et dans ces cas-là, donc ça me fait trois zones. J'ai une partie d'inoccupé, consigne inoccupée, une consigne pré-confort qui vient faire de l'attente pour dire la pièce va être occupée, je me prépare et je commence à monter en température, mais je ne monte pas trop pour économiser l'énergie, et les personnes sont dans la pièce, et là, je me mets à la température de confort. Et donc ça permet de faire énormément d'économies, et ça permet aussi d'atteindre la classe A, côté EN 5220. Donc, si je résume, là, c'est tout simple. J'ai deux versions, une version tête thermostatique seule ou tête thermostatique accompagnée d'un détecteur. Je remonte toutes ces informations sur la Connect Box, qui est la passerelle en fait qui va reprendre les informations à LoRa. Cette Connect Box va me renvoyer les informations en BACnet IP vers des IGO optiques, donc la supervision des IGO optiques. Des IGO optiques va gérer les programmes horaires, va gérer la logique entre les équipements. Quand j'ai une sonde d'une pièce et que j'ai plusieurs radiateurs dans la même pièce, évidemment, tous les radiateurs vont faire appel à la même température. Ce Desigo optique me donne aussi accès à une plateforme cloud où je peux gérer, je peux évidemment aussi faire des sauvegardes continuelles de mes équipements. J'ai mémorisé et mis en tendance les températures des pièces. Donc ça me permet de faire tout ça. Et ça permet aussi, là dans le cas de figure, dans l'architecture présentée, c'est en BACnet, mais ça pourrait être en n'importe quoi. Je peux refournir les demandes d'énergie des équipements des têtes thermostatiques vers de la production. Alors l'automate production et le BACnet IP, mais je pourrais aussi le faire sur du KNX, de l'API, sur du LoRa si ça existe. Donc je peux utiliser n'importe quel type de protocole pour renvoyer cette information sur la partie production. Alors le délai est un peu court, je vois que le temps file. Juste une dernière information. Le 17-18 octobre, nous avons le salon IBS, nous serons présents. Et donc, ces cas de figure, avec ces têtes thermostatiques, le Desigo optique, seront présentés en cas d'usage. Donc, venez à Paris échanger avec nous. Ça sera avec grand plaisir que nous présenterons un peu plus en détail et de façon plus précise peut-être ce cas d'usage. Et puis, si vous n'avez pas la possibilité, n'hésitez pas à contacter quelqu'un de Siemens. Notre représentation géographique nationale fait que je suis sûr qu'il y a un commercial Siemens pas très loin de chez vous. Et juste, il me reste 1 minute, 2 minutes, juste pour montrer l'interface. Donc, je vais essayer de ne pas avoir de problème technique. Voilà. Donc, l'interface de la supervision. Donc, je vais aller, c'est ici, si ça veut bien fonctionner. Donc, on a la représentation géographique du site. Quand on va sur le site, on a une petite présentation des dashboards liés au site qui sont complètement paramétrables. Et puis, derrière,
il suffit de faire le remote access. Et donc, j'arrive sur mon site comme si j'étais réellement dans le bâtiment. Je peux me balader d'un étage à un autre. J'ai des informations ici de consommation, consommation d'eau, consommation électrique. C'est complètement personnalisable. Et pour la partie que je viens de vous présenter, on travaille avec des vues de niveau et on fait ce qu'on appelle des heatmaps sur des vues de niveau, où on vient en fonction des températures, de l'écart entre la mesure et la consigne, on vient changer de couleur, on passe en bleu quand la température est en dessous de la consigne, en rouge quand elle est au-dessus, et de plus en plus rouge plus elle est au-dessus. Donc ça permet sur un coup d'œil de voir à peu près l'état de son bâtiment, l'état du confort. On a évidemment toutes ces informations aussi que l'on remonte par étage, qui sont les moyennes de température, les ouvertures de vannes, les ouvertures maxi, les ouvertures mini. On peut jouer sur les consignes globales, évidemment à partir d'ici. Et puis, si je veux voir un bâtiment, une pièce particulière, il suffit que je clique sur la pièce, j'aille sur le graphique, et quand j'arrive ici sur le graphique, donc j'ai la vue de mon radiateur, la vue de la demande de chauffage de la pièce, les températures, les consignes en cours, est-ce qu'il y a une détection de présence, est-ce qu'il y a une fenêtre ouverte, etc., etc. Donc vous voyez, c'est très simple, très facile. Et l'installation, notamment grâce à la ConnectBox, l'installation de l'architecture est très rapide et peut se faire facilement en milieu occupé. Et je crois que j'ai quasi pas débordé. Donc voilà, je vais arrêter le partage et je vous remercie. Merci pour la présentation, François. Merci de, de l'attention que vous nous avez accordée. Il y a 24 questions. Euh, je pense qu'on aura le temps d'y répondre en principe. Puissance de chauffe, quelle différence avec puissance nominale? Effectivement, c'est une correction sémantique à faire. C'est la puissance nominale de chauffe. C'est la puissance nominale des appareils de chauffage qui est à prendre en compte. Donc, merci pour la correction sémantique. Sur les sites raccordés au réseau urbain, les puissances thermiques souscrites, enfin les puissances à prendre en compte. Alors, il est indiqué dans le guide que ce sont les puissances à la sous-station. Je reprends le texte. Dans le cas de bâtiments connectés à un réseau de chaleur ou de froid, la puissance considérée est celle de la sous-station. Voilà. Donc, j'espère que ça répond à votre question. Que dit le décret sur des bâtiments mixtes avec une chaufferie commune, 1000 mètres carrés de bureau, 3000 de logement, on attribue comment les kilowatts installés? Si vous n'avez pas la possibilité de séparer les deux, euh, ça va être, euh, ça va être compliqué. Soit vous utilisez un sous-comptage, soit vous serez obligé de partir de la puissance nominale de chauffe, du coup, pour l'intégralité du bâtiment. Êtes-vous sûr que cela ne concerne que les bâtiments neufs? Donc, c'est ce qu'on a présenté au début. Aujourd'hui, ce sont les bâtiments neufs avec une puissance nominale de chauffe de plus de 290 kilowatts. Toujours les bâtiments neufs pour la prochaine évolution jusqu'aux 70 kilowatts minimum. Et après, ce sont tous les bâtiments qui seront concernés à partir de 2025. Si je reprends la prise exacte, tous les bâtiments à partir de 2025, effectivement. Donc, bâtiments neufs ou existants. Avez-vous un exemple de valeur de référence d'audit énergétique comme ça? Non, ce qu'il est indiqué, c'est que l'audit énergétique doit être conforme à la réglementation du bâtiment. Je vais retrouver le terme. Bon, les bureaux d'études qui assurent ces audits énergétiques ont les textes et les documents qui correspondent. C'est leur métier, Oui, et puis c'est normé sur le code du bâtiment. tout à fait. Comment
interpréter le zonage et où s'arrêter, cela complexifie le projet, effectivement. Dans une école, par exemple, classe, bureau, toilette, couloir, restaurant, bah déjà, il faut que ça reste interprétable, utile, et typiquement, il faut que ça reste aussi dans des endroits qui ont été zonés au niveau du pilotage. C'est pareil, c'est du bon sens. Si de toute façon, votre pilotage se fait classe plus couloir plus autre chose, il faut aussi les cibler par là où vous allez avoir finalement le pilotage central. Et l'idée, encore une fois, c'est pas d'avoir de la complexité. Partie commune, classe 1, classe 2, classe 3, ou toutes les classes ensemble. Voilà, il faut que ça reste interprétable, utile. Euh, voilà. Comment traite-t-on le multi-bâtiment pour la puissance? Exemple 100 kW CVC avec une chaufferie commune et éclairage pour deux bâtiments à puissance égale. Bah, je- Question complexe. Je dirais, si vous n'avez pas la possibilité d'avoir la répartition complète, bah, malheureusement, vous allez être sur les consos global et max. Euh, voilà. Donc, soit vous séparez du coup, soit vous avez la possibilité de faire du sous-comptage, soit malheureusement vous resterez sur la puissance nominale complète. Est-ce qu'on peut considérer la passerelle Wattsense comme une GTB Lite à la différence d'une GTB standard? Oui, oui, on peut. Après, ça dépend ce que vous mettez dans GTB Lite, mais disons, on peut considérer ça comme un BAX, si vous voulez. Comme un built-in automation system. Donc GTB Lite, oui, si vous voulez. Après, ça dépend ce que vous mettez dedans. Ce qui est important à retenir aussi de nos présentations communes, c'est déjà d'une part, c'est que c'est pas incompatible du tout. Au contraire, que la solution Wattsense seule est un premier pas vers la GTB, mais qu'elle s'intègre tout à fait dans une GTB existante. Après, au-delà du terme, c'est plus qu'est-ce que l'on attend Mm, du produit. Et effectivement, si c'est juste pour avoir une visu et enregistrer les valeurs, la ConnectBox, la WattSense, suffit. Après, si on veut aller jouer avec l'énergie, jouer avec les demandes d'énergie en chaud, en froid, avec des programmes horaires sur des zones spécifiques, etc., je pense que là, il va falloir faut passer sur une autre GTB type mm. déligo optique que j'ai Oui. présenté. Mais les deux sont tout à fait compatibles et on peut commencer par l'une et en suivant faire l'autre. Il n'y a pas de souci pour ça. Je vois que vous travaillez avec Citron. Que faites-vous avec eux? Sur quel modèle? Eh ben, on fait des présentations, on répond favorablement à leurs invitations et on les en remercie. Voilà, c'est ça. Voilà. Sinon, on collecte des données pour eux. À combien de temps calculez-vous le retour sur investissement d'une installation de la solution WetSense? Tout dépend. Vous donnez un taux de retour sur investissement marketing euh, négatif, on peut toujours le faire. Euh, je crois qu'il y a une autre question qui revient dessus aussi par rapport au taux de retour sur investissement, du coup, qui exempterait les installations avec des taux de retour sur investissement trop longs d'investir dans un BAX. Le temps de retour, voilà, sur le décret est supposé être inférieur à 10 ans. S'il est supérieur, vous n'êtes pas obligé, entre guillemets, de respecter le décret. Quelques années, voilà. Vous donner une valeur, c'est difficile. Bah, ouais, et Dans, puis ça dépend complètement. de l'installation, de tout, ouais, Moi, j'ai visité récemment là, un bâtiment. Je pense que le retour sur investissement, il va être très très court, puisqu'il n'y a pas de programme horaire et il y a pas non plus, tout n'est pas fermé. Donc je pense que là, ça va être très court. Les travaux vont être vite rentables. Mais ça dépend complètement de ce qui est installé, et de ce que le bâtiment consomme. Et c'est pour ça qu'il y a des bureaux d'études énergétiques qui font des audits. Ça sert à ça aussi. Oui, absolument. Et si vous voulez aller plus loin dans le taux de retour sur investissement au niveau du décret BAC, je vous renvoie au guide d'application donc, de mai 2023. Il y en a 3 pages dessus avec des belles formules qu'on ne détaillera pas là.
Mais voilà, je pense qu'ils ont repris pas mal de cas, mais concrètement, oui, tout dépend de votre installation. Moyen d'intelligence, moyen de monitoring, et plus le taux de retour est, euh, est faible. Qui exige sur la partie maintenance le décret BACS une intervention régulière pour vérifier que le système fonctionne bien. Alors oui, concrètement, c'est même à peu près ce qui est mentionné. Il est dit dans le guide d'application, les modalités exactes de la vérification sont laissées libres pour permettre la plus grande efficacité à l'adaptation pour chacun des BACS, mais elles doivent permettre le bon fonctionnement et le bon paramétrage de celui-ci. Donc, l'objectif est clair, la manière de l'atteindre, effectivement, on passe par des visites régulières, comme je le disais, entre deux saisons de chauffe, typiquement. Voilà, ça peut être bien. Ok. Un bâtiment commercial territorial doté d'une GTB de type C serait-il conforme au BACS? Oui, en fait, c'est même la définition de la classe C, c'est est conforme au BACS. J'ai lu des informations indiquant que l'exigence minimale d'une GTB est de type B. Et j'en ai vu une autre indiquant que l'exigence minimale était une type B, type C. Oui. Donc effectivement, l'exigence minimale pour le BACS, c'est type C. L'exigence minimale pour les certificats d'économie d'énergie qui sont le levier d'investissement présenté à 10 heures, c'est type B. C'est Je, type B. Voilà. voilà, C'est je vous renvoie à la présentation du coup de ce matin. Qu'est-ce qui est considéré comme pilotage? Robinet thermostatique non connecté. Est-ce qu'une horloge qui coupe le chauffage à partir d'une certaine heure est du pilotage? Euh, oui, c'est considéré comme tel. C'est encore une fois un premier pas. Il est encouragé d'aller plus loin, mais c'est un premier pas. C'est du pilotage. Le robinet thermostatique est une régulation. oui. Voilà. C'est même Le, la le- le première. robinet thermostatique est effectivement une régulation. Après, ça optimise pas le fonctionnement énergétique de l'installation, mais il a déjà l'intérêt d'être présent. C'est mieux que rien, on va dire. Mm, Mais bon, on peut faire beaucoup mieux et pas forcément à beaucoup, beaucoup plus cher. mm. Oui. Typiquement, les VanViki Wattsense slash ConnectBox, c'est un premier pas ultra. Disons que c'est un premier très grand pas et assez Oui. facile à faire. Le décret BAC est-il applicable aux bâtiments industriels possédant des bureaux avec un système de chauffe? Je vérifie sur les usages mixtes, c'est pas ultra clair. Euh, Personnellement, j'avais compris oui, moi, moi mais après, je me aussi, trompe peut-être. moi aussi, mais c'est vrai que c'est très très axé bâtiment tertiaire. Il est précisé tertiaire commercial ou non commercial, mais Oui. il y a pas sur les usages mixtes, c'est pas ultra clair, mais considéré que oui, je pense oui. Avez-vous un ordre de grandeur pour passer de prix d'une classe A à une classe B? Euh, Ça dépend si... Ça dépend. Ouais, en fait, ça dépend parce que on parle de quoi? Est-ce qu'on parle que dans un seul domaine, du chauffage, ce que j'ai hmm, montré tout à l'heure avec le détecteur, ou est-ce qu'on parle aussi de l'éclairage? Est-ce qu'on parle de la climatisation? Est-ce que... voilà, donc pour chaque rubrique on a, enfin pour chaque système, dans les six, on a classe A, classe B, classe C. Et ça, il faut se reporter sur la norme. Donc après, ça dépend ce que l'on veut. Si c'est juste un seul système, on peut faire des études et voir ce que cela donne. Et on a, alors, juste, je vais faire il y a un outil qui s'appelle EPC Tool, qui est un outil Siemens qui est disponible hmm, sur Internet. Vous pouvez l'utiliser et mettre les caractéristiques de votre bâtiment dans votre domaine et vous saurez en tout cas quelle est réellement la classe qu'il a aujourd'hui et vous aurez des indications pour comment le faire passer en classe A. hmm. Voilà. Oui, Donc ça, bien fait. c'est faisable. Une petite pub en même Euh, temps. Bon, voilà. Bon. Non, mais il est c'est- très bien fait, EPC Tool. Il est, ouais, c'est pas, c'est Siemens
qui le met en œuvre, hein, mais il n'est pas du tout orienté technologie. Il ne va pas vous sortir une liste de produits Siemens derrière, quoi. C'est pas ça, c'est pas le but. Le but, c'est de vous faire réfléchir sur vos bâtiments ou vos installations. Oui, et il vous place même sur un certain niveau de classe en disant vous êtes proche de la A, vous êtes toujours B, mais vous C'est être ça. proche de la A. Non, c'est assez bien fait. Combien d'appareils maxi en LoRa par passerelle? Ça dépend. C'est, ça dépend. Merci. Question suivante. Non, Non, mais les passerelles sont dimensionnées pour gérer au maximum 10 000 propriétés. Euh, voilà, donc 10 000 propriétés. Si vous prenez une vanne wiki, que vous avez les quatre propriétés du signal, température, humidité, consigne, etc. Vous allez gérer plus de 1000 vannes. Après, une fois que vous avez acheté 1000 équipements en LoRaWAN, le prix de la passerelle devient vraiment négligeable et pour garantir une très bonne stabilité et une meilleure couverture, dans certains cas, il peut être intéressant de multiplier les passerelles. Mais sinon, si pour répondre de manière de but en blanc, c'est max 10 000 propriétés. voilà. Et Est-ce qu'on puis, est classé si on ne pilote que les usages de chauffage? Classé au niveau de... Je ne sais pas si c'est par rapport au décret ou par rapport au C2E. Euh, je sais pas. pour moi, tout ce qui est communicant et pilotable doit être remonté pour être conforme. À partir du moment où vous changez d'équipement, vous devez avoir quelque chose de connectable et le connecter au BAX. Donc, quand on le présente ainsi, je pense que oui. Un Ok. bâtiment C'est commercial rapport au tertiaire. C2E, hein. Je te Ah, confirme, ok, le ok, message, c'est rapport au C2E. ça marche. Donc celle-ci, on a déjà répondu, pardon. Merci pour votre présentation. Merci à vous. On se verra au salon avec grand plaisir. Quelle autonomie pour les têtes thermostatiques intelligentes? Je ne sais plus ce qui est donné 10 ans. 10 Enfin, ans. après, c'est côté alors, autonomie, hein, ça dépend. Côté, ce sont des têtes, celles-là, en tout cas, celles que j'ai présentées, sont des têtes qui fonctionnent sur pile. Alors, il y a d'autres systèmes, hein. Mais voilà, et les piles sont données par le fabricant 10 ans. Si c'est l'autonomie quand c'est coupé, bah, c'est ad vitam tant que la tête fonctionne. Elle va fonctionner juste sur la dernière consigne reçue. Euh, mais sinon, elle va fonctionner comme une tête thermostatique. Donc, ça répond bien à ce qui était demandé sur le décret VAX, en tout cas, je pense. Je, je partage. Et alors, c'est sûr que si vous en avez 1500 installés et qu'il faut changer les piles, c'est gênant. Malgré tout, les piles se changent. Ce n'est pas le cas de tous les équipements. Oui, on n'a Euh, pas besoin de jeter l'équipement quand la voilà. batterie est vide. Ouais. Euh, les présentations, on en fera passer une partie. Est-ce que vous proposez des primes C2E à nos clients? Non, pas nous. C'est pas notre. On C'est- fournit du matériel. Nous, on On- fournit du matériel. Ouais. voilà. Par contre, Donc, voilà, on connaît du monde et voilà. Mais c'est pas nous qui faisons les C2E. On n'est pas vendeur de C2E. le calcul du temps de retour sur investissement pour l'installation d'une GTB inclut-elle l'investissement uniquement du BAX ou peut-elle englober la partie travaux? Alors, je vais vous renvoyer encore une fois au descriptif complet Ouais, de- lié au guide là-dessus, parce qu'il y a une partie des travaux, me semble-t-il, qui rentre dedans. oui, La mais partie matérielle, bien entendu, mais pas forcément tout. Donc, je vous renvoie au détail là-bas. Posez-vous un accès à la démo de supervision Siemens. bah, si vous invitez un commercial Siemens, il sera ravi de vous faire la démo. Comment doit se faire l'accès aux données? Un écran seul sur site fonctionne ou une plateforme en ligne est obligatoire? Si vous parlez de la solution WhatSense ou ConnectBox utilisée seule, c'est une plateforme en ligne pour la configuration, les dashboards, etc. Si vous utilisez la solution plus complète, je pense que vous pouvez ajouter des IHM, etc. Enfin, sous ton contrôle, mais...
Complètement, les deux sont possibles. On peut se connecter directement au produit. C'est un serveur web en HTML5 standard, donc un téléphone, une tablette, un PC, ce qu'on veut. On se connecte directement sur le produit. Moi, j'ai montré via plateforme parce que c'est plus simple, j'ai pas besoin d'avoir le produit à côté de moi. Et puis, c'est aussi pour les petits bâtiments en général, ça évite les déplacements vers tous ces bâtiments de pouvoir accéder par plateforme. Et puis, la plateforme permet des sauvegardes, des choses comme ça. C'est un peu. Et Ouais. côté nous ConnectBox, la solution, comme elle est directement en backnet, elle ressent en backnet, on peut l'utiliser en on-premise si on veut, donc sans abonnement côté plateforme. Mais on peut garder l'abonnement, ce qui est quand même très pratique. Oui, il me semble qu'il y avait une question d'ailleurs à ce sujet qui a été répondue, donc elle avait disparu, qui était les protocoles justement de conversion disponibles en local par la solution WhatsEnse ou ConnectBox. Effectivement, vous pouvez convertir tous les protocoles d'entrée en local, en BACnet IP, Modbus IP ou MQTT. Possédez-vous, un outil pour déterminer la classe d'une GTB existante et EPC Tool. quelle en est l'URL? Donc c'est EPC Tool, je sais pas si... Je vais vous trouver l'URL. Merci François. Et je réponds à la dernière du coup. Merci. Je ne sais pas si la question a déjà été posée, mais quel est le protocole de la vanne thermostatique intelligente? Est-il ouvert ou fermé? C'est du LoRaWAN et c'est tout ouvert dans la mesure où vous êtes capable de décoder la trame qui vous est envoyée en hexadécimal. C'est pour ça qu'on vous encourage à utiliser nos solutions parce que c'est facile à faire et vous avez directement les données en texte clair avec la température en degrés, l'humidité en pourcentage, etc., etc. Mais sinon, le protocole, c'est du LoRa et c'est un protocole normé standard. Voilà, j'ai mis le lien dans la conversation et non pas dans les réponses parce que sinon il n'y a que la personne qui a posé la Oui. question qui peut l'avoir. J'ai mis le lien directement sur la conversation de la réunion. Donc, vous pouvez récupérer le lien dans le Voilà. chat. On a répondu, je crois, à toutes les questions. Si d'autres vous surgissent plus tard, n'hésitez pas à nous contacter, on y répondra avec le plus grand plaisir. On peut se voir à IBS aussi, ce sera avec un grand plaisir également. Euh, voilà. Merci de votre participation, de vos questions aussi. Ça fait toujours plaisir quand on présente, quand on a des questions. Euh, Et qu'on ah, présente avec autant de monde qui oui. écoute, c'est toujours un grand plaisir. Merci, merci à tous. Merci beaucoup. Très bonne journée, bonne continuation et bon week-end Merci. quand il arrivera. Bon week-end. Au Au revoir. revoir.